Fais attention la prochaine fois que tu es dans une salle. Pas à ce qui se dit, mais à ce qui se fait. Il y a des gens qu'on interrompt sans hésiter, des gens à qui on coupe la parole, à qui on demande des faveurs impossibles, à qui on impose des choses qu'on n'imposerait jamais à quelqu'un d'autre. Et souvent, ces gens-là, ce sont des personnes gentilles, des personnes attentionnées, généreuses, disponibles. Et puis il y a d'autres personnes dans cette même salle, des personnes qu'on n'interrompt pas par crainte, pas parce qu'elles ont crié ou menacé quelqu'un, mais parce qu'il y a quelque chose autour d'elles, une sorte de signal invisible qui dit « ne va pas là ». Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est la nature exacte de ce signal, d'où il vient, comment il se construit, et surtout, comment tu peux le développer toi-même. Mais je te préviens, ce que tu vas entendre va à contre-courant de tout ce qu'on t'a appris sur les relations humaines. Ça va te mettre légèrement mal à l'aise, et c'est exactement pour ça que ça marche. Florence, début du XVIe siècle. Machiavel n'est pas un homme de pouvoir. C'est un observateur, un conseiller, quelqu'un qui passe sa vie à regarder comment les princes gouvernent, comment ils perdent le contrôle, comment certains durent et d'autres s'effondrent. Et après des années d'observation dans les cours les plus instables d'Europe, il arrive à une conclusion que personne n'ose formuler à voix haute à l'époque. Ce ne sont pas les princes les plus aimés qui gouvernent le plus longtemps. Ce sont ceux qu'on respecte, ceux dont on calcule les réactions avant d'agir, ceux face auxquels on réfléchit à 2 fois. Il écrit « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut pas être les deux. Parce que l'amour est une dette que les hommes rompent dès qu'il leur en coûte quelque chose, tandis que la crainte repose sur la peur du châtiment qui ne disparaît jamais. » 500 ans plus tard, la neuroscience confirme ce qu'il avait vu à l'œil nu. Mais voici ce que la plupart des gens ratent quand ils lisent Machiavel. Il ne parle pas de brutalité. Il ne dit pas « sois cruel ». Il dit « sois quelqu'un dont on ne peut pas prévoir l'indulgence ». Quelqu'un qui a des standards réels et non des standards de façade. Quelqu'un dont le respect de lui-même est si évident qu'il devient, pour les autres, un avertissement naturel. La différence entre être aimé et être respecté, c'est simple. L'amour, on le donne. Le respect, on le reconnaît. Et cette reconnaissance-là, elle se produit en quelques secondes, de façon presque automatique, souvent bien avant que quoi que ce soit n'ait été dit. Voici quelque chose que personne ne t'enseigne à l'école, mais que tout le monde pratique instinctivement. Quand tu rencontres quelqu'un, une nouvelle relation, un nouveau collègue, un nouvel environnement, tu envoies des sondes, des petits tests. Ce n'est pas vraiment conscient de ta part, ou du moins pas toujours. C'est plutôt un réflexe social hérité de millénaires d'évolution. Est-ce que je peux me permettre ça avec cette personne? Est-ce qu'elle va réagir? Est-ce qu'il y a une limite ici? Un commentaire légèrement déplacé pour voir si tu réagis. Une demande excessive pour voir si tu dis non. Un manque de considération pour voir si tu le signales. Si tu absorbes, si tu souris, si tu passes à autre chose, le signal est enregistré. Inconsciemment, l'autre vient de noter « pas de résistance ici ». Et ce signal-là, une fois établi, est extraordinairement difficile à effacer. Ce n'est pas une question de malveillance. La majorité des gens qui font ça n'en sont même pas conscients. C'est un tri automatique, un calibrage social. La question que le cerveau de l'autre pose en permanence, c'est « quel est le coût de tester cette personne ?» Quand ce coût est perçu comme nul, les tests continuent. Quand ce coût est perçu comme réel, non violent, non dramatique, juste réel, les tests s'arrêtent. Machiavel avait compris ça en regardant des rois. Les psychologues comportementaux l'ont confirmé en étudiant des enfants dans des cours de récréation. La dynamique est identique. La question n'est donc pas « comment est-ce que je me fais aimer davantage ?» La question est « quel signal est-ce que j'envoie sur le coup de me manquer de respect ?» Et c'est là qu'on arrive au cœur de ce que je veux te transmettre aujourd'hui.
la dangerosité stratégique. Et j'insiste sur le mot stratégique, n'a rien à voir avec l'intimidation ou la violence. C'est une qualité silencieuse. Elle se perçoit, elle ne s'explique pas. Elle se construit autour de 4 piliers. Pilier 1, la compétence incontestable. Quand tu es genuinement bon dans ce que tu fais, quand tu maîtrises ton domaine avec profondeur, quelque chose change dans la façon dont les gens t'abordent. On ne bluffe pas facilement quelqu'un qui sait. On ne manipule pas facilement quelqu'un qui comprend les mécanismes. On réfléchit avant d'essayer de prendre l'avantage sur quelqu'un dont on sait qu'il verra à travers. La compétence n'est pas de l'arrogance, c'est de la solidité. Et la solidité se voit. Pilier 2. Des limites claires et constantes. C'est peut-être le pilier le plus important et aussi le plus mal compris. Une limite, ce n'est pas une menace, ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est simplement la ligne au-delà de laquelle tu ne vas pas et au-delà de laquelle tu n'acceptes pas qu'on aille avec toi. La clarté d'une limite, c'est sa force. Une limite floue n'est pas une limite, c'est une invitation à négocier. Et la constance d'une limite, c'est ce qui lui donne du poids. Si tu dis non une fois et oui la fois suivante sous la pression, tu n'as pas posé une limite, tu as ouvert une enchère. Les gens qui ne se font pas tester ont des limites que tout le monde sent, même sans qu'elles aient jamais été explicitées. Parce que ces limites sont cohérentes dans le temps, elles ne bougent pas selon l'humeur ou la pression sociale. Pilier 3, l'indépendance émotionnelle. Voici quelque chose de contre-intuitif. Le besoin d'approbation est une vulnérabilité visible. Quand les gens sentent que tu as besoin de leur validation, de leur regard, de leur approbation, de leur amour, ils ont un levier sur toi. Souvent sans même le chercher. L'indépendance émotionnelle, ce n'est pas la froideur, ce n'est pas l'indifférence. C'est la capacité à aller bien, profondément bien, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre valide ton existence. Quelqu'un qui ne cherche pas l'approbation n'occupe pas une position de faiblesse dans une relation. Il occupe une position de liberté. Et cette liberté se perçoit. Machiavel l'avait formulé autrement. Celui qui dépend de la bonne volonté des autres est toujours vulnérable à leur changement d'humeur. Celui qui ne dépend que de lui-même est stable. Pilier 4. Une légère imprévisibilité dans les réponses. C'est le pilier le plus subtil et peut-être le plus fascinant. Les personnes qu'on ne teste pas ont une qualité particulière. On sait globalement qui elles sont. On leur fait confiance. On les sait cohérentes et honnêtes. Mais on ne sait jamais exactement comment elles vont réagir si on franchit une ligne. Cette incertitude-là, elle est précieuse. Elle n'est pas de la manipulation. Elle est simplement le reflet d'une vraie autonomie. Ces personnes ne suivent pas un script social prévisible. Elles répondent à ce qui se passe réellement, depuis leurs propres valeurs. Et cette combinaison, fiabilité sur le fond, imprévisibilité sur les réactions aux violations, c'est ce qui crée ce signal invisible que j'évoquais au début. Ce signal qui dit, sans un mot, calcule avant d'essayer. Assez de théorie. Parlons de pratique. Dans ta vie professionnelle, le piège le plus courant au travail, c'est de dire oui par défaut. Par peur d'être mal vu, par peur du conflit, par habitude. Commence à évaluer avant de répondre. Est-ce que cette demande est raisonnable ? Est-ce qu'elle respecte ton temps, tes compétences, tes limites ? Sinon, un non calme et ferme n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Les gens qui disent non de façon réfléchie et constante ne sont pas perçus comme des obstacles. Ils sont perçus comme des personnes avec des standards. Et les standards, ça inspire confiance. Dans tes amitiés, l'amitié réelle ne demande pas de sacrifice permanent de soi-même. Si tu remarques que certaines amitiés fonctionnent uniquement dans un sens, tu donnes, tu écoutes, tu supportes, tu t'adaptes. Ce n'est pas de l'amitié. C'est une relation asymétrique que tu maintiens par habitude ou par peur de la solitude. Établir des limites avec tes proches ne signifie pas les aimer moins. Ça signifie que tu t'aimes assez pour ne pas t'effacer. Et quelque chose d'intéressant se produit quand tu fais ça. Les gens qui te respectaient vraiment continuent. Les autres disparaissent. Et cette disparition, au final, c'est un service. Dans ta famille, c'est là que c'est le plus difficile.
Parce qu'il y a de l'histoire, de la culpabilité ancienne, des dynamiques installées depuis l'enfance. Mais la logique reste la même. Une limite posée avec douceur et constance change la dynamique, même dans les systèmes familiaux les plus rigides. Pas du jour au lendemain, mais elle change. La douceur sans fermeté, c'est de la capitulation. La fermeté sans douceur, c'est de la brutalité. La combinaison des deux, c'est de la dignité. En ligne, voici une règle simple pour le monde numérique. La réactivité n'est pas une vertu. Tu n'as pas à répondre à chaque commentaire. Tu n'as pas à te justifier face à chaque critique. Tu n'as pas à être disponible en permanence. Le silence, dans un monde qui valorise la réactivité constante, est une forme de pouvoir. Il dit « Je ne suis pas défini par ce que vous pensez de moi. La rareté crée de la valeur. Et quelqu'un qui n'est pas constamment là à mendier de l'attention et de la validation occupe naturellement une position différente de quelqu'un qui répond à tout, immédiatement, avec anxiété. » Avant de conclure, il faut que je te parle de 2 erreurs fréquentes. Parce que ce que j'ai décrit peut être mal interprété, et cette mauvaise interprétation coûte cher. Piège numéro 1. Confondre limite et agressivité. La dangerosité stratégique n'a rien à voir avec l'intimidation, les menaces ou la vengeance. Quelqu'un qui perd le contrôle dès qu'on le contrarie n'est pas dangereux au sens où je l'entends. Il est instable. Et l'instabilité ne génère pas du respect, elle génère de l'évitement par prudence. Ce n'est pas la même chose. Les gens t'évitent parce qu'ils te respectent ou ils t'évitent parce qu'ils ne savent pas comment tu vas réagir et que ça les épuise. La différence est fondamentale. Tes limites doivent venir de tes valeurs, pas de ta peur ou de ta colère. Elles doivent être stables, pas réactives. C'est la différence entre quelqu'un de puissant et quelqu'un de toxique. Piège numéro 2. Croire que l'empathie est une faiblesse. Machiavel n'a jamais dit de devenir une machine. Il a dit de ne pas laisser les émotions des autres gouverner tes décisions à ta place. Ce sont 2 choses très différentes. Tu peux ressentir profondément, tu peux être touché, ému, affecté, tu peux avoir un cœur ouvert. Ce qui ne peut pas arriver, si tu veux préserver ton intégrité, c'est de laisser quelqu'un utiliser ton empathie comme un levier pour te faire des choses que tu n'aurais jamais acceptées autrement. La compassion contrôlée n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Tu peux aimer profondément et avoir des limites claires. Ces 2 choses coexistent non seulement sans contradiction, mais elles se renforcent mutuellement. Machiavel n'a pas écrit Le Prince pour apprendre aux gens à être cruels. Il l'a écrit parce qu'il avait compris quelque chose que la plupart des gens refusent de regarder en face. Le monde social a ses propres lois, et ceux qui les ignorent ne sont pas protégés par leur ignorance. Ils en paient le prix. Et la loi la plus fondamentale de ces lois, c'est celle-ci. Le respect ne s'obtient pas en le demandant, il se construit en le démontrant. À soi-même d'abord. Quand tu te respectes vraiment, quand tes limites ne sont pas des performances, mais des convictions, quand tu n'as pas besoin de l'approbation d'autrui pour savoir qui tu es, les gens le sentent, automatiquement, avant même que tu n'aies ouvert la bouche. Et la grande ironie, celle que Machiavel aurait peut-être souri à entendre, c'est que les personnes qu'on teste le moins, qu'on n'ose pas brusquer, qu'on traite avec une considération naturelle, ces personnes-là n'ont rien fait pour être craintes. Elles ont simplement décidé, à un moment donné, de se traiter elles-mêmes avec la même considération qu'elles attendaient des autres. C'est tout. Alors voici la question que je te pose. Quelle est la première limite que tu t'es promis de tenir et que tu n'as pas encore tenue ? Je ne parle pas de la plus grande, ni de la plus spectaculaire, ou encore la plus proche. Je te parle de celle de maintenant, de cette semaine. Commence là et change le regard des autres sur ta vie. À très bientôt pour la suite de notre introspection.